Bonjour Alain Soral. Bonjour Pierre de Brague. Alors, 10 ans après Comprendre l'Empire, vous revenez avec votre 13e livre, Comprendre l'époque, qui est à mon sens votre synthèse philosophique. C'est un ouvrage très pédagogique. Je dirais que c'est un peu l'histoire du concept selon Alain Soral. On va en parler. Est-ce qu'on peut dire que Comprendre l'époque, c'est le pendant philosophique de Comprendre l'Empire? On peut le dire, oui, effectivement, les deux livres sont complémentaires. Le premier était plutôt historico-politique, même si effectivement il s'appuie sur des concepts. Et celui-là est plus spécifiquement, on va dire, philosophico-historique, hein. C'est ce qui fait que quand on articule les deux, eh ben, on a, à mon avis, la totalité du champ qui est couvert. Alors j'insiste sur le sous-titre, hein, parce que j'ai appelé ça Comprendre l'époque. On va pour être dans la série des comprendre, hein, comprendre l'Empire. Bon, ben, c'était spécifiquement sur le processus de domination actuel que je démarre à partir de la Révolution française. Là, j'ai voulu démarrer l'histoire, je dirais radicalement, hein, à l'origine même de l'histoire. Et le sous-titre est plus explicite, je dirais, que le titre. C'est pourquoi l'égalité. C'est de dire qu'en fait, tout le processus historique dans lequel on est, en fait, est un processus égalitaire, au moins au sens abstrait du terme, hein, voilà. Et ce que je dis, c'est que c'est une idée tellement évidente et tellement profonde qu'on n'y pense même plus. C'est-à-dire que, pour employer un langage populaire, tout, aujourd'hui, dans le politique évidemment, se fait au nom de l'égalité et rien n'est possible, en tout cas de manière affichée, au nom de l'inégalité, hein. Vous ne pouvez rien vendre au nom de l'inégalité aujourd'hui, hein. Voilà. Et après, ben, tout le travail, c'est d'expliquer pourquoi, comment, hein. Alors, vous parlez de l'origine de l'histoire, justement, on va y revenir, puisque dans les 2 premiers chapitres de votre livre, vous nous présentez le fonctionnement du monde de la tradition, qui est un monde foncièrement inégalitaire, justement, et car intrinsèquement hiérarchique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce monde perdu que l'homme moderne a bien du mal à concevoir? Oui, bah, comme je vous dis dans le précédent livre, j'étais parti de la Révolution française, c'est-à-dire en fait, on va dire ce qu'on appelle la réaction aujourd'hui, hein, l'ancien régime, et après bah, le passage à la République, et en fait qui était déjà une idée avant la modernité, puis la modernité. Et en fait, cette avant-modernité qui était la monarchie, on appelle ça la tradition. En réfléchissant, je me suis rendu compte qu'il y avait une tradition encore bien plus profonde que cette tradition qu'on appelle en fait la société tripartite, hein, la monarchie théocratique, ce que j'appelle moi la tradition radicale par rapport à la tradition dégradée, qui était en fait ce à quoi on ne pense même plus non plus, alors que c'est l'origine même de l'humanité, qui est de dire que l'homme vient des dieux et est enfanté par les dieux ou descend des dieux, c'est-à-dire la vision religieuse, qui est la vision non seulement la plus ancienne, mais je dirais celle qui a le plus perduré et qui perdure encore aujourd'hui, puisqu'on peut même démontrer que la vision moderne, même quand elle est anti-religieuse, souvent est appuyée sur du religieux sécularisé. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette vision traditionnelle qui explique l'homme par les dieux, on a l'impression en fait qu'elle est délirante, absurde, ou qu'elle est le fait des sociétés primitives, hein, alors qu'en réalité, elle est à l'origine de notre monde aussi. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à l'origine de la pensée de l'homme, parce qu'à l'origine de l'homme, j'en sais rien, mais à l'origine de la pensée de l'homme, l'homme se conçoit comme enfanté par les dieux, fait à l'image des dieux, et donc dans la vision traditionnelle, l'histoire, ce qu'il appelle l'histoire, est une lente et longue déchéance de l'homme-dieu vers l'homme, je dirais, animal, l'homme réduit à lui-même, hein, l'homme abandonné des dieux, hein. Et ce qui est intéressant quand on va au concept, c'est que la notion profonde de cette vision traditionnelle que j'appelle radicale, c'est l'entropie, c'est-à-dire que toute l'histoire est considérée comme une dégénérescence, hein. Et là, ça renvoie effectivement aux lectures de Guénon et d'Evola. C'est pour ça que moi, j'ai eu 3 temps, hein, dans ma culture, hein. J'ai eu la culture moderne comme tout le monde, on va dire, comme je suis de gauche, c'est Marx. Après, je me suis intéressé au monde d'avant, on va dire, c'est Maurras. Et puis après, je me suis rendu compte que ce monde d'avant, il y avait encore un avant, et c'est Guénon et Vola. Vous voyez, ça serait les 3 temps de lecture qu'il faut aujourd'hui avoir, en partant effectivement de la modernité pour remonter, parce que dans l'autre sens, en fait, c'est abstrait dans l'autre sens, hein. Marx, Maurras et Vola, hein. Ça tombe bien parce que je pense que les gens qui vont sur contre-culture peuvent se cultiver avec ces 3 types de lecture que nous proposons, hein. Et donc, en fait, ce que je montre, c'est que la vision traditionnelle, qui est rigoureusement le contraire de la vision moderne, c'est que la donation de sens se fait par l'origine et que c'est un monde intrinsèquement hiérarchique qui fonctionne dans la notion de perte, c'est-à-dire de l'homme-dieu
vers l'homme animal, hein, et que ce qu'on appelle, nous, la modernité, dans la vision traditionnelle, c'est une déchéance. Hein. Et alors, évidemment, pour ceux qui ont un peu de cette culture, eh ben, il y a l'âge d'or, hein, où l'homme est directement en contact des dieux, voire est un homme-dieu, enfanté par les dieux et a les privilèges, je dirais, des dieux. Et après, ben, on passe à l'âge d'argent, l'âge de bronze, l'âge de fer. Et après, on arrive à l'âge dans lequel on est aujourd'hui, qu'on appelle l'âge sombre, le Kali Yuga, qui est l'âge de l'homme totalement abandonné et qui a perdu toute dimension divine, abandonné par les dieux, qui a perdu toute dimension divine. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la vision moderne, on est persuadé, nous les modernes, on dira qu'on est dans le progrès, c'est-à-dire qu'on ne fait que monter, alors que dans la vision traditionnelle, c'est le fond du trou. Hein, voilà. Alors évidemment, cette vision traditionnelle, dans le livre, elle est très courte, parce que bah, pour ça, je peux renvoyer à Guénon et à Evola, mais c'est-à-dire, voilà, au départ, l'homme se considère comme descendant des dieux et considère son histoire comme une lente chute, hein, une lente dégénérescence. Et en fait, cette vision est profondément la vision religieuse. Hein, donc, elle n'est pas si délirante que ça, parce que quand on lit Evola, des moments on se dit tiens, c'est un peu délirant, puis en même temps on se dit bah non, c'est pas si délirant que ça, parce que cette vision traditionnelle est beaucoup plus constante et profonde que la vision moderne, qui en fait remonte réellement à 2 siècles, hein, en réalité, et on ne sait pas où elle nous mène en réalité. Elle est assez chaotique. Et donc j'oppose donc donation de sens par l'origine à donation de sens par le but, on le verra après, c'est inverse, et c'est la notion de c'était mieux avant opposé à ce sera mieux demain. Hein. Là, je vais radicalement au concept exprimé de manière populaire, parce que le but quand même du livre, c'est d'être facilement compris, partant de concepts assez profonds et à les traduire dans le langage populaire. C'est quand même mon travail, hein, traditionnellement. Et surtout, ce monde est totalement, c'est important, totalement inégalitaire, totalement hiérarchique. Et cette hiérarchie est considérée comme la condition de l'harmonie, hein, parce que ça constitue une totalité cosmique qui est en résonance avec le monde des dieux, et donc avec le monde correctement compris, et il n'est pas question de discuter de cette hiérarchie. Et cette hiérarchie, c'est donc l'incomparable systématique. C'est-à-dire, on ne peut pas comparer l'homme et Dieu, on ne peut pas comparer l'homme et la femme, on ne peut pas comparer le prêtre et je veux dire le laïc, je ne sais pas comment dire, le profane. Et surtout, le concept qui s'articule immédiatement avec ça, qui est très important à comprendre, c'est le concept du travail. C'est-à-dire que dans le monde des dieux, on peut d'ailleurs, si on se réfère à l'Ancien Testament, c'est-à-dire à notre monothéisme, c'est le jardin d'Éden, c'est-à-dire que l'homme n'a pas besoin de travailler, ce qui est fondamental. Hein, tout lui est donné. Et dans ce monde de la déchéance, de plus en plus, il est livré à lui-même et il doit travailler. Et je montre que le premier travail qu'il va faire, travailler, ça veut dire fabriquer des outils, c'est fabriquer un outil de compréhension du monde qui ne passe plus par les dieux. Vous voyez ? Et là, on arrivera au chapitre d'après. Hein. Voilà, donc c'est quelque chose de très important à comprendre quand on parle de la tradition. C'est intrinsèquement hiérarchique et que cette hiérarchie est la condition de l'harmonie, sinon c'est le chaos. Hein. Et deuxièmement, la notion de travail est considérée comme une déchéance, c'est-à-dire que l'homme-dieu ne travaille pas, car c'est la manne céleste, vous voyez. Et la notion de travail, qu'on verra sera centrale dans le monde moderne, même dans la morale moderne, c'est à l'inverse. L'homme qui travaille dans le monde de la tradition est un homme animal, et c'est une bête de somme. Hein. Et c'est la marque, comment dirais-je, sociale de sa déchéance, et je veux dire, c'est ce qui le met au bas de l'échelle. Et on verra que l'approche de la notion de travail liée à la morale va produire aussi les temps de l'histoire. Il y a des sauts, hein. On verra, et, je ne veux pas tout dévoiler maintenant, mais c'est très important d'avoir ces deux concepts pour comprendre le monde, le concept inégalité-égalité et le concept travail valorisant, travail dévalorisant. Quand vous avez ces deux concepts-là, vous pouvez à peu près tout articuler de l'histoire humaine. Donc tradition et modernité sont deux systèmes de valeurs en opposition radicale. Oui, puisque, en fait, qu'est-ce que la modernité ? La modernité, c'est le contraire de la tradition. La tradition, c'est la donation de sens par l'origine, par la hiérarchie, donc par la naissance. C'est une vision aristocratique. Hein. Et la modernité, c'est l'inverse. C'est la donation de sens par le but. Donc, c'est le progrès, c'est l'évolution. Et c'est l'idée inverse de l'idée anthropique. C'est-à-dire que l'histoire n'est pas une dégénérescence d'un monde divin parfait qui se désagrège progressivement. Ça, on est vraiment dans l'idée de ce qu'on appelle la thermodynamique. Hein. Ce serait une vision
social compréhensible par rapport au concept moderne par l'idée de la thermodynamique, hein, la lente perte de l'énergie, la lente désarticulation, la lente dégénérescence. Et alors que nous, dans notre monde moderne, on passe non pas du plus vers le moins, mais du moins vers le plus. C'est-à-dire qu'on part d'un truc primitif ou d'un Big Bang, c'est-à-dire de quelque chose de très indifférencié, d'un magma original qui petit à petit se complexifie par recomposition successive avec l'idée de temporalité. C'est-à-dire qu'on a une masse indifférenciée au départ, donc on part d'un chaos, hein, c'est l'idée du Big Bang, c'est-à-dire une densité absolue par exemple, et une inorganisation totale, et par le temps, progressivement, un monde qui s'organise et se complexifie. C'est la vision de la physique moderne. Hein. C'est pour ça que je montre bien que la tradition pense entropie, et l'autre pense plutôt Big Bang et évolution. Donc évidemment, cette modernité pense que le monde est une évolution, ce qui renvoie aussi à la théorie de l'évolution, l'homme-singe par rapport à l'homme-dieu, c'est totalement opposé. On serait un homme-singe qui petit à petit s'élève par la compréhension de lui-même et du monde, par des outils de compréhension qu'il a fabriqués lui-même. Donc il y a le travail de la compréhension, alors que à l'inverse, dans le monde traditionnel, il y a le don de la révélation divine, hein. C'est la pitié, hein, c'est-à-dire c'est la révélation. Et on voit que cette dichotomie existe toujours aujourd'hui, hein, révélation religieuse et raison philosophique. Hein, on a toujours, en fait, ces deux mondes dont l'un a remplacé l'autre. On est passé au monde de la modernité, on n'est plus dans le monde de la tradition, mais quand même ces deux approches continuent à coexister. Hein, révélation, raison. C'était mieux hier, nostalgie, pensée réactionnaire. Ça sera mieux demain, progressisme. Et puis même aussi dans le théorie de l'évolution, de l'homme-singe à l'homme, pas à l'homme-dieu, mais à l'homme prométhéen, mesure de lui-même, qui est en fait l'homme-dieu. C'est-à-dire que si on va au bout, si on regarde en ce moment les théoriciens de l'homme augmenté et du transhumanisme, eh ben, ils disent bien que par la maîtrise de l'outil de la raison, on va passer de l'homme-singe à l'homme-dieu, hein, puisqu'ils parlent même d'éternité, vivre 1000 ans, multiplier par 1000 sa capacité du cerveau par des prothèses, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que si je fais une parenthèse sur cette idée de modernité et de prothèse, c'est-à-dire de technique, dans la tradition, la technique est considérée comme une dégénérescence, puisque ça veut dire que l'homme-dieu, ayant perdu ses capacités divines, est obligé de fabriquer des prothèses pour essayer de les compenser. C'est-à-dire que, si j'emploie une métaphore simple, l'homme moderne invente le téléphone parce qu'il a perdu ses capacités télépathiques, qui sont des capacités divines. Et là, on voit tout l'arrière-plan magique. Si on revoit la société, par exemple, de l'Inde, encore aujourd'hui, ce qui perdure dans l'Inde aujourd'hui, avec ces tentatives d'aller chercher le potentiel magique et divin du corps, hein, c'est un travail qui existe encore pas mal en Inde traditionnelle, qui est un des pays qui maintient encore de la tradition. Et donc, si on dit oui, mais la modernité a inventé l'avion, l'homme traditionnel disait, quand nous étions des dieux, nous n'avions pas besoin d'avion, nous volions avec des ailes. Et là, je renvoie d'ailleurs à cette nostalgie qu'on a des super-héros et qui explique toute la production Marvel qu'on voit encore en ce moment, où nous, on dit c'est du fantasme, mais dans la vision traditionnelle, on dit non, c'est l'homme qui se souvient qu'il a été un dieu, c'est pour ça qu'il a la nostalgie de ces super-héros, hein, qui sont d'ailleurs, les super-héros ne sont pas que chez Marvel, ils sont partout, ils sont dans toutes les mythologies, hein. Dans les mythologies, on est toujours avec des hommes-dieux, en réalité, qui ont des capacités supérieures. Et ce que pense la pensée traditionnelle, c'est que si on est si attaché et si sensible à ces hommes-dieux, jusque dans les super-héros de Marvel, c'est pas parce que c'est du fantasme, mais c'est parce que c'est le souvenir d'une histoire passée. C'est le souvenir de ce qu'on a été dans des temps immémoriaux. Alors, je dis pas que c'est vrai, mais c'est assez poétique, c'est assez beau. Et cette pensée traditionnelle, je pense qu'il serait naïf d'une certaine manière de la mépriser et de la rejeter comme quelque chose de ridicule, alors qu'en fait, elle est anthropologiquement beaucoup plus ancrée en nous que en fait la pensée moderne, qui est beaucoup plus récente et je dirais même beaucoup plus fragile et qui est peut-être même anthropologiquement moins fondée. Hein, voilà. Salut à tous, capsule 34, c'est parti. Bon alors vous l'avez peut-être remarqué, ma dernière capsule a été censurée par YouTube le lendemain de sa sortie, parce que selon eux, j'ai donné des informations médicales erronées. En conséquence de quoi, la vidéo n'est plus accessible sur YouTube et moi-même je suis bloqué 2 semaines sur YouTube. Bon, j'ai fait appel mais les connaissant, la sanction va rester.
Bon alors heureusement, maintenant, on a des réseaux de secours, donc à ceux d'entre vous qui n'ont pas pu voir la dernière capsule, elle est disponible sur InfoVF. Et quel que soit mon avenir sur YouTube, censure ou pas censure, vous pourrez retrouver toutes mes prochaines vidéos sur InfoVF ou bien sur Odyssey et Rumble. Je vous ai mis tous les liens en description. En cas de nouvelle censure, je vous invite également à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, notamment Twitter où je suis assez actif, et sur Telegram. Les liens sont en description une fois de plus. Et c'est le meilleur moyen de me suivre ou d'être informé de mes nouvelles vidéos. Bon là donc je suis censuré pendant 2 semaines sur YouTube, ensuite je serai en sursis jusqu'à la fin du mois étant donné que j'avais déjà été censuré au début de l'année. Donc je verrai comment je poste mes vidéos, mais en tout cas si vous me suivez sur mes chaînes de secours ou mes autres réseaux, vous ne devriez rien louper. Malgré tout ça, YouTube étant le média le plus populaire, je vais probablement faire moins de vues pendant ces 2 semaines, donc d'avance je remercie ceux d'entre vous qui m'aideront en relayant les vidéos. Voilà, parenthèse fermée. Alors sinon, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Eh ben, il se passe que la démarcation entre les pays libres et les dictatures se poursuit. On avait parlé la dernière fois des quelques États américains qui assouplissent leurs mesures sanitaires, ou qui les suppriment même totalement, comme au Texas. On apprend maintenant que près d'une vingtaine d'États ont retiré l'obligation de port du masque, et que de nouveaux États, comme la Virginie occidentale, sont en train de rouvrir. Bref, lentement mais sûrement, les États-Unis se dirigent vers un retour à la normale. Enfin, je dis les États-Unis, mais pour l'instant, on parle surtout des États républicains. Ces États républicains agissent probablement autant par souci de redémarrer leur activité que de s'opposer à la politique sanitaire de Biden, mais dans tous les cas, leur libération plus ou moins rapide est une très bonne nouvelle. Comme on l'a déjà dit, ça montrera à quel point les mesures sanitaires étaient inutiles, et ça incitera le reste des États-Unis à se libérer à son tour. Plus généralement, ça trace un peu plus la frontière entre les républicains qui se soucient de la liberté et les démocrates qui s'enfoncent toujours plus dans la dictature sanitaire. Bon, il y a autre chose d'intéressant qui vient des États-Unis, c'est ce qu'a dit le docteur Fauci ces derniers jours, à savoir que selon toute évidence, les asymptomatiques ne transmettent pas le virus, ou alors de façon négligeable. Ça en réalité on le sait déjà depuis des mois, l'OMS l'avait déjà signalé. Pourtant c'est typiquement le genre d'info qu'on n'entend jamais en France, et pour cause, si les asymptomatiques ne contaminent pas, il est du coup inutile d'imposer le masque à tout le monde ou de confiner qui que ce soit. Il suffit simplement de laisser ceux qui ont des symptômes se confiner d'eux-mêmes, et vous et moi, la quasi-totalité de la population en fait, puisque nous sommes asymptomatiques et donc non contagieux, nous n'avons donc aucune raison d'être restreints dans nos déplacements ou de nous soumettre à un quelconque pass sanitaire. Donc évidemment, cette nouvelle, le gouvernement ne veut pas en entendre parler. Le narratif officiel, c'est que toute personne en bonne santé est un malade qui s'ignore, et que donc, chacun d'entre vous est un contaminateur en puissance. Bon ça on connaît, c'est le registre de la peur que les médias nous ressassent depuis un an, et ça sert évidemment à faire croire à la population qu'il y a en France des millions de contaminés, de contagieux, et que seules les mesures sanitaires les plus extrêmes peuvent nous sauver. D'ailleurs, puisqu'on parle de mesures extrêmes, on a parlé d'Israël la dernière fois, on a parlé du nouvel apartheid qui a été instauré pour séparer les vaccinés des non-vaccinés, ou l'annonce selon laquelle le vaccin Pfizer, celui qu'ils utilisent en Israël, devra être renouvelé tous les 6 mois. Et ben on apprend maintenant qu'en Israël, on peut vous demander de porter un bracelet électronique pour s'assurer que vous restez bien chez vous. Un bracelet électronique pour vous géolocaliser en permanence, qui est exactement le même que portent les prisonniers quand ils ont une assignation à résidence. Alors plus précisément, ce bracelet n'est pas obligatoire. En fait, pour l'instant, ce sont les gens qui arrivent en Israël par avion qui ont le choix entre une quarantaine à l'hôtel ou une quarantaine chez eux, mais avec le bracelet. Donc c'est une mesure qui est pour le moment très peu répandue, on parle de quelques dizaines de personnes, mais comme d'habitude c'est une boîte de Pandore. C'est une boîte de Pandore parce qu'il ne s'agit plus de se faire tracer par votre téléphone que vous pouvez poser, débrancher, mais par un dispositif qui est là directement attaché à votre corps et que bien sûr vous ne pouvez pas retirer. Il y a en plus un mécanisme pervers là-dedans, c'est que en temps normal, personne n'accepterait évidemment un tel bracelet, mais vu que là vous avez le choix entre ça et rester enfermé 2 semaines dans une chambre d'hôtel, forcément vous avez tendance à préférer le bracelet. Ça vous permet d'être chez vous, et puis bon, après tout ça dure que 2 semaines. En clair, le gouvernement réussit à vous faire voir le bracelet électronique comme quelque chose de positif. Et ça, comme procédé de manipulation, c'est assez connu. Si vous voulez faire accepter quelque chose de rebutant, vous laissez le choix entre ça et quelque chose d'encore plus rebutant, et ça marche à chaque fois. Et puis évidemment, c'est aussi une boîte de Pandore parce que ça instaure le bracelet électronique chez des gens qui ne présentent aucun symptôme de la maladie, et parce que selon toute évidence, ce bracelet va se répandre, puisque ça donnera évidemment au gouvernement un énorme pouvoir sur la population. Et que la population, elle, de son côté, acceptera le bracelet comme le vaccin, c'est-à-dire en s'imaginant qu'en échange, elle retrouvera sa liberté. Donc vous voyez en fait comment la situation évolue petit à petit en Israël. Il y a quelques semaines encore, comme partout, la liberté c'était d'être dehors et l'emprisonnement c'était d'être confiné chez soi. Mais maintenant pour ces gens-là, l'emprisonnement c'est la quarantaine à l'hôtel et la liberté c'est la quarantaine chez soi. Donc ces gens qui ont accepté le bracelet ne se battent plus pour leur liberté mais en fait pour avoir la prison la plus confortable. Et comme on l'a vu malheureusement pour l'instant la France prend plus la direction d'Israël que celle des États-Unis ou de la Russie, malgré les annonces de déconfinement ou de découvre-feu qu'on entend dans nos médias. À propos du déconfinement, justement, attendez-vous à ce que dans les semaines qui viennent, toutes les mesures de distanciation sociale, donc confinement, couvre-feu et compagnie, attendez-vous à ce que tout ça disparaisse. Pourquoi ? Parce que la maladie recule partout.
probablement grâce au printemps qui arrive, et que ces mesures donc sont de plus en plus difficiles à justifier, surtout quand vous avez d'autres pays qui les annulent complètement. Sauf que cette annulation des restrictions, comme on l'a vu la dernière fois, ça va se faire soit par un retour à la liberté comme en Russie ou aux États-Unis, soit par l'instauration d'une dictature numérique et sanitaire comme en Israël et peut-être bientôt en France si on ne fait rien. Méfiez-vous donc quand vous entendez parler d'un pays qui veut rouvrir son économie et annuler les mesures sanitaires, parce que si ce pays dit, comme les États-Unis ou la Russie, nous rouvrons tout parce que nous avons des traitements et des lits disponibles pour les malades, ça, si vous entendez ça, c'est un bon signe. Mais si, comme en Israël ou en France, et même il y a quelques jours en Allemagne, on vous dit, nous rouvrons tout parce que nous avons le pass sanitaire et les vaccins, là il y a une arnaque. Bon, on va pas refaire les dernières capsules, mais en France, Macron se sert de la réouverture prochaine du pays pour faire passer en force son pass sanitaire, et avec lui la vaccination obligatoire. Macron a dit 2 fois que la vaccination ne serait pas obligatoire. Pourtant, qu'est-ce qu'on apprend ces jours-ci? On apprend que le gouvernement veut rendre la vaccination obligatoire pour les soignants. Donc les médecins, les infirmières, les ambulanciers, tout ça. Bon, officiellement, le gouvernement hésite, mais on sait très bien, on le dit depuis des semaines, que le gouvernement vise la vaccination forcée, et pas uniquement pour les soignants d'ailleurs. Pour l'instant, le gouvernement profite de cette annonce parce que ça divise les gens. Les médecins des plateaux télé sont tous pour la vaccination forcée, évidemment, mais du côté des aides-soignants, par exemple, l'opinion est majoritairement contre. Pour l'argumentation du gouvernement, c'est pas compliqué, c'est toujours pareil, c'est culpabilisation et effort de guerre. En gros, les soignants doivent se vacciner pour protéger les autres, pour ne pas être responsables de la mort des patients, et bien sûr pour participer aux sacrifices qu'ont fait tous les Français depuis 1 an. Bref, c'est le blabla sentimental habituel qui n'a en réalité aucune pertinence. Aucune pertinence parce que les mêmes médias qui implorent aujourd'hui les soignants de se vacciner nous disent aussi sans aucune honte que le vaccin ne protège probablement pas de la contamination et que son efficacité est inconnue. Qu'il est même sans doute inefficace contre les variants déjà présents en France comme le variant sud-africain. Mais donc évidemment dans ce cas, pourquoi le rendre obligatoire, surtout quand on connaît ses effets secondaires? Bon bref, on cherche à culpabiliser les soignants, à les faire passer pour des égoïstes, et demain on leur mettra encore plus de pression en les rendant responsables de tel ou tel variant ou de la énième nouvelle vague de contamination. On dira simplement dans les médias, c'est la faute des soignants, ils sont au centre de l'épidémie puisqu'ils croisent des malades toute la journée, ils brassent le virus entre eux et sont à l'origine de nouveaux foyers d'infection. En somme, le gouvernement fait en ce moment ce qu'il fait de mieux depuis 1 an, à savoir se décharger de ses innombrables fautes et responsabilités en désignant chaque fois un nouveau bouc émissaire, ici les soignants qu'on devait applaudir il y a 1 an et sur qui on est maintenant prié de cracher. Donc vraisemblablement, si on ne fait rien, la vaccination forcée des soignants va passer et les soignants auront donc le choix entre se faire piquer ou perdre leur emploi. Là, on n'est plus du tout dans une vaccination libre et consentie, mais dans un chantage qui, s'il passe pour les soignants, sera ensuite étendu à l'ensemble de la société, toujours morceau par morceau. Déjà, Véran nous a expliqué il y a quelques jours que les personnes âgées dans les maisons de retraite ne seront plus autorisées à sortir que si elles se font vacciner. Bon, personnellement, je suis pas juriste, mais ça ressemble beaucoup à de la séquestration. Et demain, le gouvernement tentera de vacciner de force les fonctionnaires, les conducteurs de bus, les professeurs des écoles évidemment. Bref, sous un prétexte de santé publique et d'effort de guerre, tout le monde va devoir y passer pour un vaccin dont, on le rappelle, selon les médias officiels, un vaccin dont l'efficacité n'est pas démontrée, dont la période de test n'est pas terminée et qui sera sans doute inefficace contre les futurs variants. Ce qui impliquera donc, comme en Israël, une vaccination à renouveler tous les 6 mois ou tous les mois. Donc si c'est pas clair, je vous invite à soutenir autant que vous le pourrez les soignants. Rien que sur les réseaux sociaux, il y a déjà du travail. On a vu ces jours-ci certaines personnalités publiques appeler à la vaccination forcée avec des sondages qui n'ont aucune valeur, mais que les médias s'empresseront de reprendre pour peu qu'ils aillent dans leur sens. Bref, je vous le demande à chaque fois, je suis désolé, je vais continuer, mais si vous pouvez, faites-vous entendre et n'oubliez pas que si ça passe pour les soignants, la vaccination obligatoire, ça passera pour tous les autres et en quelques semaines seulement. Là, on culpabilise les soignants en disant qu'ils doivent se vacciner pour protéger les patients, mais vous ne pouvez pas obliger les soignants à se mettre eux-mêmes en danger en s'injectant des vaccins non testés. Là, on est clairement dans un chantage. Le Conseil de l'Europe a dit récemment qu'il était résolument contre ce genre de chantage. Mais malheureusement, le Conseil de l'Europe, à ne pas confondre avec la Commission européenne, le Conseil de l'Europe n'a qu'un avis consultatif. Et du côté du Code de Nuremberg, on lit quoi? On lit au sujet de la vaccination, je cite, « Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela veut dire que la personne concernée doit avoir la capacité légale de consentir, qu'elle doit être placée en situation d'exercer un libre pouvoir de choix, sans intervention de quelque élément de force, de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou d'autres formes sournoises de contrainte ou de coercition, et qu'elle doit avoir une connaissance et une compréhension suffisante de ce que cela implique, de façon à lui permettre de prendre une décision éclairée. » Fin de citation. Bon, vous comprenez bien qu'on n'est pas du tout dans ce cas de figure et qu'aujourd'hui, les soignants subissent bien une très forte pression. Le point positif, c'est qu'ils ne comptent apparemment pas se soumettre. Les soignants font partie de ceux qui sont les plus hostiles à la vaccination forcée et je pense que c'est une très bonne chose. Et c'est pourquoi il est important pour nous de les soutenir chacun à notre manière. Personnellement, je relayerai tout ce que je peux relayer pour les soutenir. J'invite mes collègues informateurs à en faire de même. Et pour ceux d'entre vous qui voudront nous aider sur les réseaux ou dans la vraie vie, faites référence au code de Nuremberg que je viens de citer et montrez aux gens autour de vous que le gouvernement est actuellement en train d'enfreindre un code
qui a été mise en place pour que les crimes nazis ne se reproduisent plus. Parce que c'est bien là qu'on en est, hein. Alors vous aurez en face de vous des gens qui vous diront que ce n'est pas comparable, bah dites-leur simplement que si, dites-leur qu'on force des gens à se faire piquer et que s'ils le refusent, on compte les licencier, les enfermer chez eux et les priver de leurs libertés les plus fondamentales. Et si certains vous disent que c'est nécessaire pour la santé publique, eh ben simplement déballez-leur votre argumentaire que vous devez commencer à bien connaître. Selon les études scientifiques, les mesures sanitaires n'ont pas d'efficacité. Selon les informations officielles, les informations des médias mainstream également, hein, le vaccin n'a pas d'efficacité démontrée, il est toujours en période de test, il ne fonctionne pas contre les variants, il a des effets secondaires qui le rendent dangereux, que ce soit pour les personnes âgées déjà fragiles ou pour les jeunes qui ne risquent pourtant rien à la base avec le coronavirus. Bref, vous avez tous les arguments de votre côté, alors faites-le savoir. Et dites-vous bien qu'aujourd'hui, le gouvernement marche tout seul. Les soignants ne sont pas avec Macron, l'OMS détruit l'argumentaire de Macron sur les mesures sanitaires, l'ONU critique la dérive autoritaire à laquelle on assiste aujourd'hui en France et en Europe, les commerçants ne sont évidemment pas avec Macron, et vous et moi non plus. Donc aujourd'hui, la dictature sanitaire, ça se limite à quelques dizaines ou quelques centaines de personnes tout au plus en France. Vous avez Macron, vous avez les ministres, vous avez quelques préfets, quelques médecins de plateau télé. Bon, vous ajoutez à ça quelques conflits d'intérêts par-ci par-là, et puis voilà, c'est tout. Et en face, vous avez des dizaines de millions de Français qui ont très bien compris l'arnaque et qui cherchent à s'en sortir. D'où l'intérêt de soutenir aujourd'hui les soignants qui ne veulent pas qu'on les pique comme des animaux, et de soutenir demain tous ceux qui auront à leur tour le courage de s'opposer aux mesures sanitaires extrêmes comme la vaccination. Forcée. La situation a parfois l'air d'empirer. Quand on voit tout ça, mais de voir